Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La fièvre Ebola est un réel danger, une menace permanente pour la sous-région ouest africaine et même pour le reste du monde. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'a dit, c'est indiscutablement une urgence de santé publique de portée mondiale. Personne, ni aucun pays n'en est à l'abri. À ce jour, la Côte d'Ivoire ne signale aucun cas. Il faut donc anticiper. Et les spécialistes que nous accueillons ce soir nous situeront sur la question. Et ce sont le professeur Emmanuel Bissanyene, chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Vous avez ensuite le professeur Mireille Dosso, microbiologiste, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, le docteur Daouda Koulibaly, chef du service de la surveillance épidémiologique à l'Institut national d'hygiène publique. Bonsoir. Et vous êtes par ailleurs point focal communication du Comité national de lutte contre la fièvre Ebola. En tout cas, merci d'être venu, merci de nous aider à comprendre et nous indiquer surtout les précautions devant cette maladie qui met l'Afrique en quarantaine. Mais avant tout, nous allons suivre ce reportage qui nous fait l'état des lieux. Apparu pour la première fois chez l'homme en 1976, lors de 2 flambées simultanées au Soudan et en République démocratique du Congo. Le virus d'Ebola a pour origine une rivière qui coule aux abords d'une petite localité du nord de l'actuelle République démocratique du Congo. Depuis sa date d'apparition, des épidémies de contamination sont régulièrement détectées presque chaque année. Ces épidémies surviennent principalement dans les villages isolés d'Afrique centrale et de l'Ouest. Depuis le mois de février 2014, une épidémie de fièvre hémorragique s'est déclarée en République de Guinée, dans la région de Zérékoré située à environ 150 km de la frontière ivoirienne. La maladie à virus Ebola est l'une des maladies virales les plus graves connues chez l'homme. L'infection par le virus Ebola se manifeste par une fièvre hémorragique dont les premiers symptômes apparaissent entre 2 et 21 jours après la contamination. Au stade initial, on observe une apparition brusque de fièvre, de faiblesse intense, de myalgie, de céphalée et de l'irritation de la gorge. Au stade avancé, on observe des vomissements, des diarrhées, des éruptions cutanées, des insuffisances rénales et hépatiques, des hémorragies internes et externes, les saignements des gencives, l'ulcération de la bouche et des lèvres et des saignements vaginaux. Le virus a la faculté de se multiplier rapidement. Une semaine après le début des symptômes, il a déjà eu le temps de produire une grande quantité de particules virales qui envahissent le sang et les cellules du malade, notamment les cellules du système immunitaire. Le virus s'introduit dans la population humaine après un contact étroit avec le sang, les spermes, les sécrétions, les organes ou les liquides biologiques d'animaux infectés. L'infection a été constatée après la manipulation et la consommation de chimpanzés, de gorilles, de souris, de chauves-souris, de singes, d'antilopes des bois, de porcs-épics infectés ou retrouvés morts dans la forêt tropicale, ou par contact indirect par l'intermédiaire d'environnements contaminés par ce type de liquide, ou par les rites funéraires au cours desquels les parents et amis du défunt sont en contact direct avec la dépouille. Les sujets atteints restent contagieux tant que le virus est présent dans leur sang et leurs sécrétions. Selon les chiffres de l'OMS, la Sierra Leone enregistre 730 cas, dont 315 décès, le Libéria 599 cas, dont 323 décès, la Guinée 506 cas, dont 373 décès, et le Nigeria 13 cas, dont 2 décès. À ce jour, le chiffre de décès annoncé par l'OMS s'élève à plus de 1427. Il est à préciser qu'il n'existe aucun vaccin ni traitement spécifique, symptomatique et asymptomatique certifié à ce jour pour cette maladie qui tue jusqu'à 90% des personnes infectées.
Docteur, ces images sont très fortes. Beaucoup a été dit, mais nous voudrons beaucoup de précisions avec vous. On ne pose plus la question de savoir si Ebola, c'est une réalité. L'élément l'a indiqué tout à l'heure. Et l'histoire récente de la fièvre Ebola, en 2014, remonte à février. C'était en Guinée que la maladie s'est déclarée. Et très rapidement, elle s'est propagée au Libéria, au Nigeria, en Sierra Leone. Et on dénombre plus de 2600 cas, près de 1500 décès. Donc c'est une réalité. La menace est à nos portes, elle est à nos frontières. Il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit. Professeur Dessau, lorsque vous avez vu ces premières images, quelle a été votre réaction? Quel sentiment vous exprimez au fond de vous-même? Ce sont des sentiments de gravité. La fièvre hémorragique à virus Ebola, c'est une des plus sévères. Et donc, toutes les mesures vraiment de prévention, de prise en charge des malades, concernant les rythmes funéraires, doivent être absolument prises parce que c'est la particularité de ce virus, c'est de passer par la peau saine. Alors, professeur Bissagné, vous, certainement en regardant, vous avez envie de dire il faut qu'on aille très vite. Il faut qu'on aille très vite. La situation est grave. Je crois que l'OMS l'a reconnu, tout le monde le reconnaît. C'est une pathologie qui est très contagieuse. Donc le risque d'extension est très rapide. Vous voyez très rapidement de la Guinée au Libéria, en Sierra Leone, au Nigeria. Ça va vite. Donc il faut une réaction, une riposte très rapide pour qu'on puisse protéger la population et les personnes à risque également. Tout à l'heure, nous allons développer cet aspect parce que la maladie a montré sa capacité de voyager très rapidement. Mais, docteur Koulibaly, c'est quoi l'agent pathogène? Présentez-nous en des mots très simples. C'est une maladie qui est très contagieuse. Elle est due à un virus. C'est une maladie qui occasionne des épidémies. C'est une maladie qui donne des épidémies fulgurantes. Elle occasionne plusieurs décès. C'est l'une de ses particularités. Et c'est la toute première fois qu'elle se déclare dans la sous-région. Et ce virus a la particularité d'être, j'allais dire, très redoutable, puisqu'il occasionne beaucoup de décès, comparé à d'autres virus où des maladies, des formes sont le plus souvent bénignes. Lorsque le docteur Koulibaly dit redoutable, le mot il est faible, il est fort, il est au-delà. C'est un virus qui survit pendant plusieurs jours dans une température plus ou moins élevée, professeur. Oui, tout à fait. C'est un virus particulièrement virulent et qui se transmet très facilement par contact de l'homme à l'homme. C'est un virus très, très virulent et pour survivre, je dirais qu'il doit passer d'une personne à une personne. D'une personne à une autre, pour survivre. Voilà. Sinon, si on arrête justement la chaîne de transmission, eh bien l'épidémie aussi s'arrête. Donc c'est pour ça que les mesures de prévention sont vraiment très, très importantes à appliquer. Qu'est-ce qui rend cela si spécifique, si mortel? Son taux de létalité est assez élevé. Oui, c'est-à-dire qu'il se multiplie beaucoup. Il se multiplie beaucoup. Voilà, il se multiplie beaucoup et très rapidement. Qu'est-ce qui le favorise? Et il envahit l'organisme. Bien sûr, les conditions d'hygiène précaires, d'autres pathologies, etc., mais surtout les conditions d'hygiène, la promiscuité, etc., et surtout les contacts avec les malades, les contacts aussi avec les corps aussi. Professeur Bissagné, les populations n'ont pas encore pris la pleine mesure de la situation et pourtant Ebola est une réalité. Vous expliquez cela? Quand on se trouve devant une épidémie, bien sûr on est surpris de l'extension de la maladie, de l'infectiosité du virus. On est tous surpris. Mais en réalité, c'est une pathologie qui est connue. Qui est assez bien connue parmi les... Vous avez dit connue, assez bien connue. Oui, connue. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, je veux dire. Elle est connue et des études se font depuis plusieurs années sur cette pathologie. Mais ces dernières années, comme l'a dit le professeur Dessau, il y a eu peut-être des conditions épidémiologiques qui sont modifiées. Le virus est devenu encore plus virulent. Donc, il s'est répandu très rapidement dans la population générale et il a beaucoup voyagé. Donc, ça nous préoccupe beaucoup, cette capacité à le virus de se multiplier et surtout de s'accompagner de la fragilisation des vaisseaux de l'organisme qui fait que le patient va saigner
Et cela, c'est une circonstance de son décès. Et comment est-ce que vous expliquez qu'une maladie qui soit connue aussi longtemps, comme vous dites, on ait tant de mal à contrôler la situation, à maîtriser la situation? C'est le propre des maladies virales. Si on peut avoir des outils d'éradication, d'élimination, de lutter contre les bactéries, hein, encore que celles-ci développent des résistances, si on peut avoir encore des moyens de lutter contre les parasites, mais les virus, en dehors des vaccins, eh bien, les virus sont difficiles à maîtriser. Ils sont très difficiles à maîtriser. On sont les vrais parasites même de l'organisme, donc on n'a pas beaucoup d'outils pour les maîtriser en dehors de la vaccination. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur les mesures de prévention, les mesures d'hygiène, les mesures d'isolement, les mesures d'accueil des patients pour que le virus ne puisse pas se répandre dans la population. Donc, c'est le propre même des virus de se répandre très rapidement au sein de la population. Alors, docteur Coulibaly, à ce jour, quels sont les chiffres les plus actuels? Oh, j'ai regardé tout à l'heure avant de venir à cette émission, on était à 2615 cas, 1427 décès. 1427 décès. Dans les 4 pays touchés. C'était encore au 20 août. Ça voudrait dire que ça a déjà franchi cette barrière. Et depuis février 2014, depuis la Guinée, ça ne s'est plus arrêté? Non, ça ne s'est plus arrêté. C'est justement cela l'inquiétude. Parce que pour lutter contre cette propagation, il faut pouvoir contrôler la maladie à la source. Si on avait réussi à éteindre le feu rapidement en Guinée, elle ne se serait pas propagée au Libéria ou en Sierra Leone. Et comme elle n'a pas pu être contrôlée à la source, c'est ce qui explique la batterie de mesures que les différents pays sont en train de mettre en place. Quelle est l'explication du fait que tout a éclaté au même moment dans plusieurs régions, Sierra Leone, Guinée, Libéria, Nigeria? Y a-t-il une explication? Oui, bon, pour ces épidémies-là, en tout cas pour cette épidémie, on a pu trouver l'explication. Le point de départ, ça a été la Guinée. Et c'est de certaines localités de la Guinée qu'elle est partie au Libéria, ensuite en Sierra Leone ou au Nigeria. Donc l'explication, c'est le mouvement de population. Le facteur qui est associé à la propagation de l'épidémie, c'est le mouvement de population. C'est ça. C'est ce qui a fait que la maladie s'est propagée dans ces localités-là. Professeur Dessau, expliquez-nous, vous ne voyez pas bien comment la chose se passe. Subitement, en Guinée, en février, on parle d'Ebola. On n'en avait jamais parlé en Guinée. Comment est-ce que ça naît subitement? Non, en fait, ça n'est pas subitement. Ce qu'il faut dire, c'est que le virus d'Ebola est un virus qui est dans la faune sauvage, qui est donc dans la forêt. Et si vous allez au contact de ce virus qui est dans la forêt, soit parce que vous allez à la chasse, vous trouvez des animaux morts, que vous prenez capturer des animaux malades, vous allez revenir par exemple au village, vous allez dépecer ces animaux et c'est à ce moment-là que vous allez vous contaminer. Parce que la maladie est d'abord une maladie dans la faune sauvage et c'est secondairement une maladie qui se répand chez l'homme. Donc à l'origine, les épidémiologistes certes cherchent quel est le point de départ exact de cette épidémie qui se passe actuellement en Guinée. Mais c'est quelque chose qui est bien connu. C'est bien connu. Normalement, ça commence par une mortalité anormale dans la faune sauvage avant d'atteindre l'homme. Alors, Ebola, comment est-ce qu'on le diagnostique, professeur Bissagné? Écoute, on le diagnostique à partir des signes cliniques qui font que le sujet suspect va se présenter parce qu'il a des symptômes qui sont relativement évocateurs. La fièvre reste le maître symptôme, qui est le signe le plus dominant. Classiquement, on a beaucoup insisté sur les hémorragies, à tel point qu'on parle de fièvre hémorragique à virus Ebola. Mais de plus en plus, quand vous regardez les derniers tableaux cliniques, on se rend compte que les troubles digestifs occupent aussi le second plan après la fièvre. Donc le suspect va présenter des signes digestifs à type de vomissement et de diarrhée. Et ensuite, c'est secondairement, quelques jours après, s'il n'est pas pris en charge, que les hémorragies vont apparaître. En réalité, les hémorragies sont d'apparition tardive.
à un stade avancé, on l'a dit dans le film, à un stade avancé de la maladie. Donc, le suspect qui se présente habituellement avec de la fièvre, des troubles digestifs et si possible une fatigue ou une asthénie générale et quelques signes généraux, à tel point que le plus souvent on va évoquer un paludisme, on va évoquer une autre maladie infectieuse, on ne pense pas à la fièvre Ebola. Et donc, voilà les symptômes qui peuvent amener à faire suspecter. Deuxièmement, le deuxième argument solide, qui est très solide, c'est la notion de séjour dans un endroit où on a parlé d'épidémie ou bien de fièvre Ebola. Quelqu'un qui viendrait de la Guinée, de la Sierra Leone, bon, est un argument solide pour suspecter l'Ebola. Et enfin, il y a quand même une notion qui est importante. Est-ce que cette personne qui a séjourné en Guinée a pu avoir des contacts contaminants avec soit un patient, soit un suspect, soit un animal pour lequel on a suspecté Ebola? Bien sûr, quatrième élément, et qui est fondamental, il faut la biologie. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, heureusement, on a un centre de l'Institut Pasteur qui peut faire cette recherche du virus pour nous confirmer s'il y a virus ou non. Très bien. S'il y a virus Ebola ou non. Alors, à ce moment, je vais m'adresser au professeur Douceau. Il y a des signes visibles pour nous autres, mais il y a des signes de présomption, professeur. Vous qui êtes spécialiste en la matière, qu'est-ce que vous faites à l'Institut Pasteur depuis que la chose est déclarée, depuis qu'on en parle? C'est le lieu de remercier les partenaires qui, depuis une dizaine d'années, nous accompagnent pour mettre en place le diagnostic biologique des virus des fièvres hémorragiques en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est parce que nous avons eu un renforcement de capacité en termes d'infrastructures, en termes d'équipement, en termes de renforcement des compétences, que donc l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a la capacité de faire le diagnostic des virus des fièvres hémorragiques. Donc, c'est cette capacité qui, depuis que l'épidémie a été confirmée au 21 mars, nous avons donc mis en œuvre, n'est-ce pas, le diagnostic étiologique de la fièvre hémorragique Ebola, mais pas seulement Ebola, il y a d'autres virus des fièvres hémorragiques pour lesquels également on fait le diagnostic. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ça, ce qui est important que tout le monde sache, c'est qu'en fait, les réactifs sont des réactifs qui sont fournis par la communauté internationale. Ensuite, il y a un maillage international des réseaux de laboratoires. Et donc, le laboratoire supranational se trouve à Dakar. Et le laboratoire, je dirais, international, c'est soit aussi d'ici, soit au niveau du P4 de Lyon. Donc, on est dans un réseau de laboratoires et on s'assiste les uns les autres. Donc, en cas de positivité, l'échantillon sera acheminé vers un laboratoire supranational pour une confirmation.